La parole est à Monsieur Philippe Folliot pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues. La défense est une mission éminemment régalienne de l'État. Et première pensée iront pour l'ensemble de nos militaires en opération extérieure comme sur le territoire national qui aujourd'hui, dans un contexte particulièrement difficile, assument cette mission éminemment importante et éminemment essentielle. Honneur et fierté sont les mots qui doivent revenir pour caractériser l'action des hommes et des femmes qui servent les armes de la France avec professionnalisme, avec courage, avec détermination et avec volonté. 11 tués en 2013 et 2014, des dizaines de blessés. Eh bien, je crois que nous devions avoir une première pensée pour toutes celles et ceux qui contribuent de cette façon à l'image de notre pays, mais aussi à la lutte contre le terrorisme et à la défense, j'allais dire, des valeurs qui sont celles de notre République, mais qui sont aussi celles des Nations Unies. La France est, si vous me permettez l'expression, un équipier de premier rang dans la lutte contre le terrorisme. Elle intervient en premier chef, et j'allais dire de manière quasi solitaire, en Afrique subsaharienne et sahélienne notamment. Elle intervient de manière complémentaire avec d'autres alliés en Irak, en Syrie. Elle intervient malheureusement pas en Libye avec tout ce que cela comporte, ce non-engagement. Je voudrais dire, Monsieur le Ministre, que l'opération Barkhane est un tournant et un élément important et essentiel parce que pour la première fois est prise en compte le fait et la spécificité de l'absence de frontières physiques et réelles dans cette partie et dans cette zone sahélo-saharienne et l'approche qui est une approche, j'allais dire, multinationale et régionale dans ce cadre-là est un élément important et un élément positif parce que les terroristes ne connaissent pas les frontières et que les actions que nous menons, nous les menons dans le respect du droit, c'est-à-dire en liaison avec les gouvernements concernés, mais aussi dans le cadre de résolutions qui sont celles des Nations Unies. Cette loi de programmation militaire actualisée nous renvoie à la loi de programmation initiale. J'ai à cette même tribune, Monsieur le Ministre, en 2013, émis un certain nombre de réserves. Nous avons émis un certain nombre de réserves, tout d'abord par rapport à la suppression des effectifs, ces 23 500 postes supplémentaires que vous vouliez supprimer, venant, c'est vrai, en complément des 54 000 qu'avait supprimé la précédente loi de programmation militaire. Aucun notre ministère, aucune autre administration n'aura autant contribué, j'allais dire, à la résorption de la nécessaire lutte contre les déficits publics que la défense, qui a contribué largement plus que proportion à cet effort. Et donc, nous avions soulevé cet état de fait et sur le fait qu'il nous paraissait assez difficile pour la défense de faire des efforts supplémentaires. De la même façon que nous étions longuement exprimés sur les ressources exceptionnelles, ces 6,5 milliards, et en vous disant, Monsieur le Ministre, vous ne serez pas au rendez-vous, vous n'aurez pas ces recettes exceptionnelles. Hélas, 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 les faits nous ont donné raison. Alors, au-delà de cela, les inquiétudes qu'on pouvait avoir sur l'équipement de nos forces et la situation au niveau du matériel sont des inquiétudes qui ont été avérées. Et cela est corroboré par le fait que depuis le vote initial de cette loi de programmation militaire, l'engagement de nos forces en opération extérieure
est encore plus important que ce qu'il était par le passé. Cela montre que le président de la République a pris la mesure du fait qu'avec la défense et la capacité d'intervention de nos forces armées, il avait un outil, un effet levier majeur par rapport à la politique qui est la sienne. Et force est de constater en la matière que nous sommes face à des surcoûts OPEX toujours aussi importants. Au-delà des 450 millions d'euros initialement prévu et budgété. Nous avons un surcoût de 665 millions d'euros en 2014 qui va être impacté à hauteur de 20% sur le budget de la défense avec toutes les conséquences que cela a. Mais peut-être l'élément majeur et fondamental qui justifie, j'allais dire, cette actualisation de la loi de programmation militaire, c'est l'opération intérieure Sentinelle lancée. Cette mobilisation de 10 000 hommes dans un premier temps, 7 000 hommes dans un second temps pour assurer donc des actions de surveillance sur le territoire national. C'était quelque chose d'important et finalement la défense a montré que c'était la seule institution de la République capable de mobiliser en si peu de temps autant de moyens et avec une grande efficacité. Pour autant, la question financière se pose. Il était prévu 1 million d'euros, c'est le coût par jour de cette opération. Il était prévu 11 millions d'euros. Nous voyons qu'il y a une différence très importante qui sera pour l'essentiel à la charge du ministère de la Défense. Et ceci nous interpelle parce que cette mission est une mission qu'assument nos militaires. Ils peuvent l'assumer de manière ponctuelle, mais le fait qu'ils doivent l'assumer de manière pérenne et durable nous interpelle parce que ce sont des missions qui sont normalement plus du ressort de la sécurité intérieure, c'est-à-dire des forces de gendarmerie, des forces de police, voire de sociétés privées à certains égards, et ceci nous interroge à différents points. Cette actualisation de la loi de programmation militaire a pour conséquence, et j'allais dire pour mérite, de faire de telle sorte que là où il y avait des aléas très forts dans la loi de programmation initiale, il y a des aléas un petit peu plus faibles dans le cadre de cette loi de programmation militaire. Nous savons qu'il y avait un risque de défaut de paiement dès le mois de juillet, si nous étions restés sur la projection initiale. Nous savons que les 18 500 postes en question, ce ne sont pas des créations, mais ce sont des moindres déflations d'effectifs, il faut le dire et le reconnaître, et que les 3,8 milliards d'euros qui vont être apportés sont une rustine nécessaire, mais assurément pas forcément suffisante pour répondre aux besoins. Il y a des interrogations qui demeurent. Ce sont les interrogations relatives au rapport des charges. 3,5 milliards d'euros donc en 2014, dont 2,4 milliards d'euros sur le seul programme 146 sur l'équipement des forces. C'est un sujet d'interrogation et d'inquiétude. Inquiétude concernant les matériels. Je ne vais pas citer toutes les problématiques qu'il y a, mais simplement les matériels qui ont plusieurs dizaines d'années de présence pour nos forces, que ce soit les hélicoptères. J'ai volé il y a quelques jours en opération souveraineté sur un hélicoptère Alouette 2 et qui est plus âgé que moi, avec tout ce que cela comporte. Ensuite, nous avons les ravitailleurs en vol qui ont plusieurs décennies, les problématiques des avions de surveillance, j'allais dire de tous les bâtiments qui assurent la souveraineté sur notre domaine maritime, les VAB qui font 1000 kilomètres sur le territoire national en temps normal, qui faisaient 1000 kilomètres par mois en Afghanistan, qui font 1000 kilomètres par semaine au Mali. On voit toutes les conséquences que cela a. En fait, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y ait finalement un manque d'absence de cap par rapport à un certain nombre d'éléments. On a vu les allers-retours au niveau du financement par rapport aux sociétés de projet. On a vu quelques éléments d'avancée, de recul sur un certain nombre de points. Nous sommes dans un monde qui se réarme. La France prend la mesure de la nouvelle donne, notamment par rapport au terrorisme, mais assurément pas à la hauteur de ceux qu'il le faudrait.
Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que pour nous, centristes, il nous paraît très important de prendre la mesure du caractère européen des réponses à apporter pour faire de telle sorte que notre continent puisse être à même de pouvoir mieux assumer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son environnement immédiat. Et que dans ce cadre-là, la mutualisation de capacités opérationnelles, le partage d'expériences, la coordination d'opérations, des programmes communs en matière d'armement, que ce soit, alors certains sont en cours, A400M, Tigre, etc., mais le drone du futur nous paraît être des éléments essentiels et fondamentaux et pour lesquels il va falloir que vous fixiez un cap comme. Et je reviens sur quelque chose qui nous paraît essentiel, c'est sur le financement des opérations extérieures, sur lequel il faut qu'il y ait une mutualisation à l'échelle européenne. Il y a des dispositifs, le dispositif Athéna pour ne pas le nommer, mais qui sont très nettement insuffisants et que dans ce cadre-là, il nous paraît essentiel et fondamental de poursuivre pour faire de telle sorte que nous puissions avancer. Je terminerai mon propos, Monsieur le Président, sur 2 éléments pour dire simplement que concernant les éléments de représentation et de droit d'expression des militaires, nous pensons que nous sommes arrivés à un juste équilibre et que cela nous paraît être tout à fait important, comme nous saluons de manière très, très active la création du service militaire volontaire, adaptation métropolitaine du service militaire adapté en vigueur en Outre-mer, et le fait que pour une fois, j'allais dire, la métropole prenne l'exemple sur l'Outre-mer me paraît être quelque chose de tout à fait intéressant et positif à souligner. Je conclurai en disant simplement que la question qu'il faut que nous nous posions sur le moyen terme, c'est sur le rôle et la place de la France dans le monde, sur le fait que nous puissions assumer les engagements internationaux qui sont les nôtres, notamment en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce que vous nous proposez, Monsieur le Ministre, au travers de cette actualisation de la loi de la programmation militaire, va incontestablement dans le bon sens, mais certainement pas assez loin. Et c'est pour cela que le groupe de l'Union des démocrates et des indépendants sera dans une posture d'une abstention positive, certes, mais d'une abstention. Je vous remercie. Merci, Monsieur Folliot.